Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je n'ai pas prévu de danse pour commencer, mais je vais essayer d'être le plus dynamique possible. Donc, vous remercier déjà de votre invitation. Ce matin, au café, certains de mes collègues me disaient que c'était classe d'être directeur adjoint des parcours et de l'innovation. Donc, je vais essayer de ne pas gâcher cette promesse ni d'être trop techno dans ma présentation. Alors effectivement, donner quelques éléments de contexte. Donc déjà, le GHT Paris Psychiatrie et Neurosciences est dirigé par Jean-Luc Chassagnol, que vous connaissez bien, est composé de 3 établissements, le centre hospitalier de Sainte-Anne, qui a 2 tiers d'activité de psychiatrie, 1 tiers de neurosciences, l'hôpital Maison-Blanche et Perret-Vaucluse, qui est aujourd'hui essentiellement un établissement médico-social avec des unités de longue durée. À cela s'ajoutent historiquement 2 partenaires, les hôpitaux de Saint-Maurice et l'association de santé mentale du 13e, qui finissent de regrouper l'ensemble de la psychiatrie parisienne, c'est-à-dire l'ensemble des secteurs de psychiatrie adulte et les 2 tiers de secteurs de pédopsychiatrie. Alors, quand on parle de parcours, il faut comprendre un peu l'organisation du territoire. Donc, le GHT Paris, comme son nom l'indique, recouvre l'ensemble du territoire parisien avec plus de 130 structures. C'est vrai que c'est la particularité de la psychiatrie et notamment de l'organisation en secteur, c'est d'avoir des unités ambulatoires réparties sur l'ensemble du territoire. Donc c'est vrai que quand on aborde les parcours et quand on réfléchit à l'organisation des parcours, cette donnée des 130 structures sur le territoire est évidemment une donnée fondamentale, avec une dynamique actuellement qui est plutôt au regroupement de ces structures qu'à la création de nouvelles. Ça a été dit tout à l'heure, c'est vrai que quand on pense parcours, et particulièrement en psychiatrie, cette idée de la gradation, c'est-à-dire de définir quel type de soins et d'accompagnement doivent intervenir à quel niveau, donc que ça soit au niveau des arrondissements ou au niveau des secteurs, c'est une vraie réflexion qu'on a poussée pour justement avancer sur les coopérations entre les secteurs et développer de nouvelles activités. J'aurais pu commencer par là. Vous voyez sur la carte, au nord de Paris, c'est les secteurs de l'hôpital Maison-Blanche. En bleu, ceux du centre hospitalier Sainte-Anne et le 13e, donc l'ASM 13 et les autres arrondissements, les hôpitaux de Saint-Maurice. Quelques données d'activité. En psychiatrie et neurosciences, ma présentation sera essentiellement concentrée sur l'activité de psychiatrie. C'est vrai que notre action sur les parcours se focalise plus particulièrement sur la psychiatrie, les neurosciences ayant une direction un peu propre avec des problématiques particulières. Donc un territoire de 2 millions de personnes, une file active de plus de 74 000 patients annuels. Et je pense que la donnée principale à retenir, mais c'est vrai pour la quasi-totalité des établissements psychiatriques, c'est la part de l'ambulatoire, avec des activités en ambulatoire qui représentent plus de 90% de notre activité. Parmi cette population que nous suivons, une majorité bien entendu de Parisiens, mais également, et là encore, c'est une donnée à prendre en compte quand on travaille sur les parcours des patients, mieux connaître leur origine, leur déplacement. Beaucoup de patients qui vivent dans d'autres départements d'Île-de-France et que, parce qu'ils travaillent sur Paris, vont venir se faire soigner dans les hôpitaux parisiens. Quelques chiffres concernant nos activités de recherche. Peut-être, sans être trop larmoyant, préciser que la psychiatrie, la santé mentale, dispose de peu de moyens au regard peut-être de d'autres spécialités pour la recherche, et avec un manque criant du nombre de projets de recherche qui sont déposés. On peut parler des PHRC, mais également des PREPS qui concernent plus les aspects organisationnels et des services de soins, et 0 RHU qui ont concerné la psychiatrie ces dernières années. Donc la dimension importante de la recherche, au-delà de la recherche clinique médicale plus classique, je pense l'important de nous interroger sur les aspects plus organisationnels, mais également l'importance de l'épidémiologie. Au sein du GHT Paris, nous avons développé récemment un département d'épidémiologie qui doit nous permettre de mieux connaître les caractéristiques du territoire, les besoins de la population et également les parcours des patients. J'y reviendrai un peu plus tard.
Quelques données qui concernent cette fois l'ensemble de la population. La prévalence des troubles psychiatriques, avec 1 personne sur 4, selon les chiffres de l'OMS, qui est concernée par ces troubles dans le monde. Et une autre donnée sur laquelle je m'attarde, également l'espérance de vie des personnes souffrant de troubles psychiques, qui est inférieure de 10 à 25 ans, avec la question, bien évidemment, là encore, dans les parcours, des liens avec les services de somatique et les hôpitaux de MCO. Quelques données pour terminer la présentation du contexte, avec ici une illustration qui vous montre la caractéristique socio-économique du territoire parisien, avec de fortes, là c'est une surprise pour personne, de fortes disparités et inégalités socio-économiques dans le territoire. Au-delà de ça, j'insisterai sur la question de la démographie médicale, avec certains arrondissements, typiquement le 15e, le 16e, le 17e, pour ne pas les stigmatiser, et qui vont concentrer une forte offre libérale, notamment de psychiatres libéraux, et à l'inverse, peut-être là où les besoins seraient plus criants, pressants, dans les arrondissements du nord-est parisien, l'absence de professionnels, non seulement de psychiatres, mais également de médecins généralistes, avec nécessairement pour les hôpitaux publics la nécessité d'avoir une autre approche du soin et bien entendu une charge de travail qui est certainement plus lourde dans certains arrondissements que dans d'autres. Dernier peut-être déséquilibre, et là ça vient quelque part avoir un effet ciseau sur les accompagnements. Les territoires qui vont être les plus défavorisés vont être ceux qui vont concentrer l'offre la plus importante d'hébergements sociaux en urgence, etc. Et avec le fonctionnement et l'organisation en secteur, les secteurs qui à la fois ont moins de ressources sur leur territoire d'un point de vue sanitaire vont également devoir accompagner un plus grand nombre de personnes dans des situations sanitaires et sociales difficiles. Alors, une direction des parcours et de l'innovation dans tout ça. On n'a pas changé le nom de la direction pour être invité au congrès, ça a été fait bien avant. Pour autant, le mot parcours n'est pas forcément un terme à l'origine très sanitaire ou même médico-social, donc on a forcément des représentations. Moi-même, quand j'ai pris mon poste, je pensais plutôt au parcours de santé, dans les bois, etc., avant de penser au parcours dans le lien entre le sanitaire, le social, le médico-social. Donc quelques représentations, les parcours d'obstacles, les parcours de golf, avec toute humilité et puis sans perdre son chemin. Voilà. Donc j'ai fait un petit parangonnage pour trouver différentes définitions et différents périmètres qui pouvaient exister dans les hôpitaux pour des directions qui utilisaient également le concept de parcours. J'ai trouvé une direction de la clientèle et du parcours patient, une direction des affaires financières et du parcours patient, une direction du parcours de soins au singulier et direction des parcours de santé et des relations avec le médico-social. Donc on voit qu'il y a des approches très, très différentes. Je pense que la logique financière, le fait qu'on soit financé en T2A ou à l'inverse, comme la psychiatrie, on soit financé par dotation peut également avoir une influence sur notre conception des parcours patients, des parcours de soins. J'avais discuté avec un collègue qui travaillait également dans une direction des parcours, et lui, finalement, son enjeu, c'était de faire sortir les patients les plus vite des lits d'hospitalisation, et du coup, il s'occupait des finances, de la facturation et des assistants sociaux pour leur trouver rapidement des solutions pour les faire sortir de leur lit, ce qui est effectivement une problématique d'un hôpital financé en T2A. Alors nous, au sein du GHT Paris, on a choisi de mettre les parcours au pluriel. On a eu des interventions qui nous parlaient de l'accès à un grand nombre de données, de la personnalisation des accompagnements. Je crois effectivement que les parcours ne peuvent être abordés qu'au pluriel, et les nouvelles technologies, les nouveaux outils à notre disposition vont nous permettre d'aller encore plus loin dans l'individualisation et dans la prise en compte des problématiques particulières, qu'elles soient sanitaires ou sociales, des patients que nous soignons. Centré sur les compétences, avec au sein de notre direction les compétences à la fois du sanitaire, du social et du médico-social,
En lien avec la politique de recherche et d'innovation, l'innovation au sens de trouver des nouvelles solutions, quelles qu'elles soient, pour améliorer ces accompagnements. Et ensuite, le lien avec l'extérieur, avec l'idée d'être une passerelle, une direction identifiée, référencée, pour faire le lien entre nos projets internes et tous les liens et travaux avec nos partenaires. Jusqu'à présent, il y a énormément de choses à faire. On n'a pas trop investigué le côté organisation interne, et c'est certainement quelque chose qu'on devrait faire avec les procédures d'accueil, de fonctionnement. Mais on a essentiellement mis le focus sur cette question des partenariats et des échanges avec le territoire. Alors l'historique très rapidement, l'ACHT qui a été créé en 2013 avec la mise en place d'une direction commune et la première direction mutualisée, justement cette direction des parcours et de l'innovation en 2014. Et ensuite, comme l'ensemble ou la quasi-totalité des établissements en France, la création du GHT avec un projet médical partagé au 1er juillet 2016. Quelques principaux défis que nous avons à relever, c'est bien sûr cette logique territoriale parisienne. On passe de la cohabitation d'établissements au regroupement d'établissements avec des projets communs, c'est-à-dire une nouvelle organisation, bien entendu. Également de nouvelles relations et un nouveau dialogue avec nos partenaires du territoire, au premier lieu duquel la ville de Paris et également tous les grands acteurs sociaux, médico-sociaux du territoire. Et je rajoute la PHP, bien entendu. Répondre aux enjeux de la santé publique du territoire, c'est une porte ouverte, certainement, mais des fois, on a tendance à l'oublier dans la conduite des projets, et je pense que cet apport de l'épidémiologie a été tout à fait décisif pour prioriser certains projets, pour les étayer. Et on a posé tout à l'heure l'enjeu de l'évaluation de nos dispositifs, que ce soit en termes d'outils ou en termes de projets. Là encore, l'épidémiologie me semble tout à fait incontournable pour disposer des données et des outils pour avoir une réflexion et la bonne évaluation pour déterminer notre stratégie interne. Je l'ai déjà dit, déployer une politique partenariale ambitieuse. Là encore, c'est du grand classique, mais le GHT est bien entendu l'occasion d'avoir un niveau de discussion qui nous permet de sortir de l'hôpital et d'avoir un dialogue d'égal à égal, en tout cas en termes de périmètre territorial, avec les autres partenaires. Et enfin, étendre la recherche et la dynamique d'innovation aux questions de parcours et d'organisation. Comme je l'ai dit en introduction, on focalise, je pense, trop, ou pour le moins, on limite la recherche aux questions de recherche clinique, recherche médicale, recherche paramédicale. Il me semble que les questions d'organisation sont également concernées par ces évaluations, ces recherches-actions et ces projets de recherche. Alors, le positionnement de notre direction, donc, comme je vous le laissais entendre, un champ d'intervention qui regroupe la politique médicale, l'action sociale, le médico-social, les recherches, les coopérations, les relations internationales. L'idée étant d'avoir un peu tout le parcours et toute la ligne d'intervention, que ce soit en interne ou dans notre discussion avec les partenaires. Là aussi, je pense que ça a son importance, le profil des directeurs et des personnes qui encadrent cette direction, qui est dirigée par Céline B, ma collègue. Nous sommes trois. Un parcours plus issu de la recherche, une note de mes collègues du médico-social, et j'ai moi-même une petite expérience dans l'action sociale. Et je pense que ça a son importance parce que ça nous donne beaucoup de clés de lecture et de compréhension pour pouvoir mener à bien nos projets et pour justement avoir cette approche plus globale et plus transversale dans la conduite de ces projets. Donc une direction qui est positionnée au carrefour d'un certain nombre d'autres intervenants, les autres directions bien entendu, les médecins, les chefs de pôle et les pôles de soins également. Ensuite, les partenaires, ça je l'ai bien dit. Et quelque chose, je pense, qui fonctionne très bien dans notre GHT, ce sont les groupes thématiques qui regroupent en leur sein différents professionnels. Ça va du médecin chef de pôle jusqu'à l'assistant social, en passant bien entendu par les cadres, les infirmiers, etc. Je pense que ces groupes de travail sont propices justement à cette logique d'innovation et de mettre en question une thématique, une problématique. Et je pense que ça a fait ses preuves et ça nous a été pour le moins d'une grande utilité pour la rédaction du projet médical partagé.
Et ensuite, un niveau plus stratégique, décisionnel, une cellule de coordination médico-administrative qui est composée des présidents de CME, directeurs, et qui permet de faire ce lien entre la direction des parcours et l'innovation qui va être plus dans la mise en œuvre, et cette cellule qui est le lieu de réflexion et de décision stratégique. Alors, notre philosophie, bien sûr, un enjeu d'évolution culturelle. C'est vrai que dans l'hôpital, moi j'ai été frappé malgré tout par la méconnaissance des problématiques sociales et médico-sociales, y compris dans le vocabulaire qui peut être utilisé et parfois la manière d'aborder nos partenaires qui peut être jusqu'à très blessante de mon point de vue. Donc la nécessité de faire ce changement culturel et pour ça, une direction qui regroupe l'ensemble de ces champs d'activité fait que nous, on a le souci de toujours intégrer dans nos réflexions cette dimension médico-sociale, cette dimension sociale pour la définition de nos projets. Et une meilleure prise en compte de la dimension sociale de la maladie. Je crois qu'en psychiatrie, c'est incontournable. Les 90% d'activités ambulatoires font que les personnes vivent chez eux, sont soignées une journée ponctuellement et repartent dans leur domicile, à leur domicile, quand elles en ont un. Et donc, la non-prise en compte de ces problématiques sociales rend, à mon sens, impossible un bon soin et un bon accompagnement. Ça ne veut pas dire que l'hôpital doit tout faire, mais l'hôpital a le devoir de se poser les questions avec ses partenaires sur qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas à l'hôpital et quand on n'est pas reçu en consultation. Faire dialoguer les différents mondes, je l'ai déjà dit. Réussir à être concret et créer une dynamique autour de l'enjeu des parcours. C'était le but de mon introduction un peu sémantique sur cette idée de parcours. Quand on a créé cette direction, on a eu plein de questions, plein de demandes de médecins, de cadres, de collègues directeurs. C'est quoi votre direction? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Nous, on a des demandes. Donc, très vite, on a compris qu'il y avait le souci, la nécessité d'être concret et de très vite illustrer notre périmètre et notre action sous peine de casser cette dynamique qui était en train de naître autour de l'enjeu des parcours. Et donc l'appui, ça passe bien entendu par l'appui à des projets et organisations locales et d'une manière un peu plus macro, impulser une stratégie parisienne. Quelques illustrations très rapidement de nos réalisations sur cette thématique des parcours. Il y en a bien d'autres et de toute manière, on ne travaille pas seul. A été mis en place une délégation culturelle et à l'hospitalité. La direction des usagers travaille également sur ces thématiques. La qualité, la direction des soins. Donc c'est vraiment un travail en coopération et transversal qui est indispensable pour cette problématique. Donc le partenariat avec la ville de Paris, avec l'aide sociale à l'enfance, permettre aux patients de psychiatrie, je l'ai dit, la problématique somatique est particulièrement prégnante, d'être accueillis dans les centres de santé de la ville, la question du logement, une convention cadre avec les EHPAD de la ville de Paris, des infirmiers qui travaillent en psychiatrie, vont intervenir, faire des vacations hebdomadaires dans les EHPAD de la ville de Paris. Et en contrepartie, les patients de la psychiatrie sont plus facilement intégrés, accueillis dans les EHPAD de la ville de Paris. Également l'écriture du projet médical partagé et un projet de soins et socio-éducatifs, donc l'importance d'intégrer la dimension socio-éducative dans ces projets. Bon là, ça n'a rien de nouveau, c'est une obligation légale pour le projet médical partagé et projet de soins. J'en profite pour faire part d'une réflexion, peut-être quand on parle de parcours, de décloisonnement, de transversalité, il serait très certainement utile de regrouper les différents projets en un seul projet, peut-être avoir un projet parcours plutôt qu'un projet usager, un projet médical, un projet de soins, ce qui d'emblée, par ce choix de forme de nos documents stratégiques, impose ou génère une forme de cloisonnement entre les interventions. D'un point de vue plus organisationnel, la mise en place de 2 pôles interétablissements, le pôle psychiatrie et précarité et le pôle de médecine somatique. Donc là encore, on passe d'une approche par établissement jusque dans la gouvernance à une approche territoriale parisienne. Et enfin, des expérimentations sur les parcours patients qui ont été, si je puis m'exprimer ainsi, un peu notre produit vitrine et notre appel d'offres. Donc, ça a été le lancement en interne au GHT à un véritable appel à projet pour accompagner 3 projets qui seraient des expérimentations originales sur les parcours patients.
Donc 3 projets ont été sélectionnés avec l'idée de les accompagner sur 2 années dans leur mise en œuvre. Non pas qu'on arrêtait d'accompagner les autres projets, mais qu'on investissait plus fortement ces projets-là avec une évaluation interne pour évaluer les résultats, leur pertinence et éventuellement développer et diffuser ces outils. Donc je l'ai dit, mettre en œuvre des projets originaux, créer une dynamique et essaimer sur l'ensemble du GHT, et développer des projets de recherche, encore une fois, pour avoir des données objectivées et des résultats pour vérifier la pertinence de ces projets. Et enfin, créer une dynamique parce qu'on a eu, je crois, une dizaine de projets qui ont été déposés, seulement 3 ont été sélectionnés. Donc je pense que ça illustre et ça montre la volonté, la dynamique dans les services pour travailler sur cette question des parcours. Le calendrier dans lequel on a pris un peu de retard. Donc ça ne sera pas 2 ans, ça sera certainement 3 ans. Le jury de sélection, je pense, qui montre bien ce souci, c'est symbolique, mais pas que. Un jury composé d'usagers, de professionnels du GHT, l'école des hautes études en santé publique, qui nous accompagne avec son laboratoire de recherche en management des organisations, dirigé par le professeur Étienne Mainviel, qui nous accompagne à la fois d'un point de vue méthodologique, mais également pour la mise en place d'un projet de recherche et d'une étude sur l'engagement des patients dans leur parcours. Une mobilisation des ressources internes, je l'ai déjà dit, et très rapidement vous présenter les 3 projets lauréats. Le premier qui est la création d'un dispositif de soins ambulatoires et d'empowerment en santé mentale, avec une double idée, l'idée de l'intervention le plus tôt possible avec les partenaires du médico-social. On connaît le drame d'attendre pour le handicap la reconnaissance MDPH alors qu'on a détecté des troubles et qu'il peut se passer plusieurs mois, plusieurs années avant qu'on ait une intervention du médico-social pour traiter la question de l'autonomie des personnes. Donc l'idée d'avoir d'emblée un dispositif qui intègre la dimension sanitaire et médico-sociale, et également cette idée de l'autonomie du patient à travers la question de l'empowerment, c'est-à-dire faire gagner en autonomie, donner des outils au patient pour qu'il soit acteur de ses soins et de son projet de vie. Une illustration je ne sais pas si c'est une innovation, mais en tout cas d'une démarche originale, un atelier qui a pu être réalisé avec l'école de la ville d'urbanisme de Paris pour travailler sur la question de la proximité et de l'accessibilité de ce dispositif pour les patients de la psychiatrie, avec des ateliers qui ont pu être réalisés pour identifier quel est le parcours, quels sont ses freins, ses obstacles, etc. Un deuxième projet qui est un centre de consultation spécialisé et d'évaluation, là une thématique plus propre à la médecine de ville. L'organisation sectorielle en psychiatrie est pertinente pour garantir l'accès à des soins de proximité de manière plus ou moins homogène sur le territoire, mais devient problématique lorsqu'il s'agit d'accéder à des surspécialités et à des thérapies vraiment spécifiques. Donc là, c'est l'idée de dépasser ce cadre sectoriel pour avoir une mutualisation au niveau de l'arrondissement. Et enfin, le dernier projet qui concerne les parcours de soins des psychoses débutantes chez les adolescents et jeunes adultes, une thématique, je pense, qui a été rappelée récemment dans les dernières prises de parole politiques, l'idée d'anticiper au maximum la détection des troubles. C'est particulièrement vrai pour la psychose, avec chaque année qui ont des conséquences très importantes sur l'autonomie des personnes. Donc ce projet vise à mettre en place des outils et un réseau de détection, que ce soit avec l'éducation nationale, avec la médecine de ville, avec l'ensemble des intervenants, l'université bien entendu, qui peuvent être en contact avec les adolescents et les jeunes adultes, et mettre en place ce réseau et ce dispositif d'intervention le plus précoce possible. Donc ça génère, ces expérimentations, une certaine dynamique avec un premier bilan qui est mitigé, et cette dynamique elle est réelle et ces projets vont se mettre en œuvre. La difficulté est plus d'anticiper les moyens qui sont mis à disposition et les besoins en accompagnement de chacun des projets. Nous, on avait prévu une offre commune pour l'ensemble des projets et on voit que ça, c'est pas tout à fait toujours le même besoin méthodologique d'un projet à l'autre. Enfin, pour terminer les chantiers à venir pour notre direction, je pense que le travail les liens avec la médecine de ville est quelque chose de tout à fait fondamental,
avec la difficulté réelle de mobiliser les médecins de ville pour des raisons très pratiques. Quand ils viennent en réunion, les médecins libéraux, ils ne sont pas en consultation. Donc la difficulté pour nous d'avoir des interlocuteurs et travailler des outils et proposer des outils avec la médecine de ville. Donc ça, c'est un vrai chantier qu'on doit relever. Également définir une gouvernance avec les acteurs du social et du médico-social. On est sur une vision complètement territoriale. On part du principe que la psychiatrie seule, sans le social et le médico-social, non seulement ne peut pas apporter des soins de qualité, mais peut encore moins répondre à ces enjeux des parcours. Donc il faut pouvoir, et je pense qu'on en discutera peut-être lors de la table ronde, inventer, définir, renforcer des lieux de concertation et de gouvernance commune avec le social et le médico-social. Enfin, poursuivre l'intégration des compétences sanitaires, sociales et médico-sociales en interne et en externe. C'était un des projets dont je vous parlais. C'est de plus forcément avoir des dispositifs cloisonnés, mais de pouvoir, quand c'est possible, intégrer au sein d'un même dispositif l'ensemble des compétences des champs d'intervention. Et quand ça n'est pas souhaitable ou pas possible, qu'on puisse investir sur les compétences, les outils, les métiers de la coordination et de l'articulation, que ce soit technologique ou de nouveaux métiers. Je pense aux case managers. Je pense que les professionnels socio-éducatifs sont des fonctions hautement stratégiques au sein de l'hôpital et particulièrement de l'hôpital, des hôpitaux psychiatriques. Et je pense qu'on doit continuer à investir dans ces outils de coordination et d'articulation. Je le dis, les nouveaux métiers, donc les case managers, également community managers, des ingénieurs pour le domaine des systèmes d'information, effectivement, que ce soit l'accès à l'information, la gestion des parcours, etc., ce sont des compétences qu'on doit investir et qui manquent au sein de l'hôpital. La difficulté du travail avec les usagers, dans la configuration actuelle, avec une représentation classique des usagers au sein des établissements, je trouve qu'il manque d'espace plus souple pour avoir un dialogue moins institutionnel et moins formel avec les usagers, avec les représentants des usagers. Et là aussi, c'est à nous d'inventer des espaces peut-être intermédiaires et de nouvelles solutions qui n'entravent pas l'aspect institutionnel, mais peut-être qui nous donnent des espaces de travail plus productifs. Et je l'ai déjà dit, la e-santé, les outils méthodologiques. J'en ai terminé. Merci.